Tess d'Uberville, partie 8, chapitre 22. Dans cette humeur de pénitence, elle ne voulut pas fixer le jour du mariage. La date n'était pas encore décidée au commencement de novembre, bien qu'il le lui demandât aux moments les plus tentateurs. Mais Tess semblait désirer des fiançailles perpétuelles où tout resterait comme alors. Les prés changeaient d'aspect, mais il faisait encore assez chaud pour y flâner un peu au début de l'après-midi avant d'aller traire, et la besogne de la laiterie permettait de perdre une heure en cette saison. En regardant par-dessus les mottes de terre humide dans la direction du soleil, on apercevait les fils de la Vierge onduler et scintiller comme un sillage de clair de lune sur la mer. Des moucherons, ignorant de leur resplendissement éphémère, traversaient ce sentier miroitant, irradié soudain comme d'un feu intérieur, puis en sortaient pour s'éteindre aussitôt. À ces instants, Claire rappelait à Tess qu'elle n'avait pas encore fixé le jour, ou bien c'était le soir, en l'accompagnant dans quelque course inventée par Madame Crick pour lui fournir une occasion, qu'il la pressait de se décider. Ils allaient généralement à une ferme sur les pentes au-dessus de la vallée pour s'informer de la condition des vaches pleines qui y étaient reléguées. C'était en effet le moment de changement d'importance dans le monde des bestiaux. Journellement, des fournées de vaches étaient envoyées à cette maternité, où elles restaient dans la paille jusqu'à la naissance des veaux. Dès que le veau pouvait marcher, la mère et l'enfant étaient reconduits à la laiterie. Durant l'intervalle qui s'écoulait avant la vente du veau, il n'y avait pas grand-chose à traire. Mais, aussitôt que le veau était emmené, le travail habituel reprenait. Au retour d'une de ces courses nocturnes, ils atteignirent un grand escarpement sablonneux qui dominait la plaine. Là, s'arrêtant, ils prêtèrent l'oreille. Les ruisseaux s'étaient gonflés, l'eau sortait en jets des barrages, tintinabulait dans les conduits souterrains, et les plus petites rigoles étaient prêtes à déborder. Nulle part, les raccourcis n'étaient possibles, et les piétons étaient forcés de suivre les chemins battus. De la vallée invisible montait une mélopée tumultueuse, et ils s'imaginaient qu'une grande cité s'étendait à leurs pieds, et que ce murmure était la vocifération de la populace. « On dirait qu'ils sont là, par milliers et milliers, dit Tess. Ils tiennent des assemblées sur la place du marché. Ils discutent, ils prêchent, se querellent, sanglotent, gémissent, prient et maudissent. » Claire n'écoutait qu'à demi. « Crick vous a-t-il dit aujourd'hui, chérie, qu'il n'avait pas besoin de beaucoup d'aide pendant les mois d'hiver ?»« Non. » Les vaches se tarissent rapidement. « Oui, on en a conduit 6 ou 7 à la grange hier, et 3 la veille, ce qui fait 20 environ là-haut. Ah, le fermier n'a pas besoin que j'aide au vélage ? Mon Dieu, ils n'ont plus besoin de moi ici, et j'avais tant essayé. » Crick ne m'a pas dit exactement que vous ne lui étiez point nécessaire, mais, sachant nos relations, il a dit, le plus gentiment et le plus respectueusement du monde, qu'il supposait qu'à mon départ, à Noël, je vous emmènerais avec moi. Et, comme je lui demandais ce qu'il ferait sans vous, il a ajouté qu'il pouvait en cette saison se contenter de quelques servantes. J'ai bien peur, dans ma méchanceté, d'avoir été content qu'il vous force ainsi la main. Vous n'auriez pas dû être content, Angel, parce que c'est toujours triste de n'être pas nécessaire, même si cela vous convient en même temps. Eh bien, cela convient, vous l'avouez. Il lui mit le doigt sur la joue. Ah, fit-il. Quoi ? Je sens le rouge qui lui monte au visage de s'être laissé prendre. Mais pourquoi plaisanter ainsi ? Nous ne plaisanterons pas. La vie est trop sérieuse. Oui, peut-être l'ai-je su avant vous. Elle le voyait en ce moment. Si elle refusait de l'épouser après tout, obéissant à son émotion de l'autre nuit, et si elle quittait la laiterie, il lui faudrait aller dans quelque endroit inconnu, dans quelque ferme, où elle ne trouverait plus d'être divin comme Angel Clare. Cette idée lui était odieuse, et encore davantage l'idée de retourner chez elle. De sorte que, sérieusement, Tess chérie,
continua-t-il. « Puisqu'il vous faudra partir d'ici à Noël, il est de toute façon désirable et convenable que je vous enlève comme ma propriété. En outre, si vous n'étiez pas la fille la moins calculatrice du monde, vous sauriez que nous ne pouvons continuer à perpétuité cette manière de vivre. » « Je le voudrais. Je voudrais que ce soit toujours l'été et l'automne, et que vous me fassiez toujours la cour, et que vous pensiez toujours autant à moi que cet été. »« Mais oui, toujours. »« Oh oui, je le sais, » s'écria-t-elle avec une soudaine ferveur de foi en lui. « Angel, je veux fixer le jour où je serai à vous pour jamais. » Et c'est ainsi que tout fut décidé au retour de cette promenade nocturne parmi les myriades de voix cristallines. À la ferme, ils avertirent promptement monsieur et madame Crick, leur demandant le secret, car ils désiraient tous deux que le mariage fût aussi intime que possible. Le laitier avait songé à la congédier bientôt, mais il fit toute une histoire de la perdre. Comment s'en tirerait-il pour l'écrémage ? Qui préparerait pour les dames d'Anglebur et de Sandbourne les petits ronds de beurre ornementés ? Madame Crick félicita Tess de ce que les lambineries eussent pris fin et lui dit que, dès le premier instant où elle l'avait vue, elle avait deviné que Tess ne serait pas choisie par un vulgaire ouvrier. Tess avait un air si supérieur l'après-midi de son arrivée, en pénétrant dans l'enclos. Madame Crick aurait juré qu'elle était de bonne famille. De fait, Madame Crick se rappelait avoir trouvé que Tess était gracieuse et de bonne mine, mais, quant à sa supériorité, il est probable qu'elle ne l'avait pas devinée toute seule. Tess, emportée maintenant sur les heures ailées, n'avait plus conscience de sa volonté. Elle avait donné sa parole, la date du jour était choisie. Son intelligence, naturellement ouverte et éveillée, se laissait à présent gagner par les convictions fatalistes, communes aux campagnards et à ceux qui sont plus souvent en contact avec les phénomènes de la nature qu'avec leurs semblables. Aussi s'abandonna-t-elle, passive et soumise, à toutes les suggestions. Elle écrivit pourtant à sa mère, en apparence pour lui annoncer le jour du mariage, en réalité pour implorer de nouveau son avis. Sa mère n'avait peut-être pas assez réfléchi que c'était un monsieur qu'il avait choisi. Une explication, faite après les noces et acceptée d'un cœur léger par un homme plus grossier, pourrait ne pas être reçue de même par lui. Madame d'Urbayfield ne répondit pas à sa lettre. Bien qu'Angel Clare se fût donné à lui-même et à Tess des raisons très plausibles pour hâter le mariage, il est certain que cette décision avait quelque chose de trop précipité, comme on devait plus tard s'en apercevoir. Il aimait tendrement la jeune fille, mais d'une façon peut-être idéale et chimérique, bien différente du sentiment absolu et passionné que Tess avait pour lui. Il n'avait guère songé, alors qu'il se croyait condamné à une vie bucolique, dépourvu de toute activité intellectuelle, qu'il y trouverait cachés des charmes comparables à ceux de cette créature idyllique. Sans doute, il avait entendu parler de simplicité ingénue, mais il ne s'était point douté de l'attrait qu'elle possédait. Il était loin, pourtant, de voir clair dans son avenir. 1 an ou 2 s'écouleraient peut-être avant qu'il fût vraiment lancé dans sa carrière, mais la conscience d'avoir manqué sa vocation par la faute des préjugés familiaux lui donnait une sorte d'insouciance. « Ne pensez-vous pas qu'il vaudrait mieux attendre que vous soyez établi dans votre ferme du centre ?» demanda-t-elle timidement un jour. Pour le moment, il pensait à une ferme dans le centre de l'Angleterre. « À vrai dire, ma Tess, je ne voudrais pas vous savoir loin de ma protection et de ma sympathie. » C'était une bonne raison en soi. Il avait eu sur elle une influence si marquée qu'elle avait pris ses façons et ses manières, son langage et ses phrases, ses goûts et ses aversions. Et la laisser dans une ferme c'eût été la laisser retomber en désaccord avec lui. Il désirait aussi, pour une autre raison, la garder auprès de lui. Ses parents souhaitaient naturellement la voir, au moins une fois, avant qu'il l'emmenât au loin en Angleterre ou aux colonies. Et comme il était résolu à ne pas être influencé dans sa décision par leur opinion, il jugeait que 2 mois passés avec lui seraient à Tess de quelque secours pour préparer l'épreuve difficile de sa présentation dans la famille des Minster. En outre, il voulait étudier un peu le fonctionnement d'un moulin,
songeant à en pouvoir combiner l'emploi avec la culture du blé. Le propriétaire d'un grand et vieux moulin à eau de Wellbridge, autrefois moulin d'une abbaye, lui avait offert de venir examiner ses procédés, vénérables par leur antiquité, et d'y mettre la main pendant quelques jours, quand il voudrait. Ce n'était pas loin de Talbot Hayes. Claire s'y rendit un matin pour prendre des renseignements et revint dans la soirée. Tess le trouva déterminé à passer un certain temps au moulin de Wellbridge. Et ce qu'il avait décidé, c'était moins l'occasion d'étudier de près les procédés de moutage et de blutage que le fait accidentel de pouvoir retenir des chambres dans la ferme même, autrefois demeure d'une branche d'Urberville. Claire tranchait toujours ainsi les questions pratiques, par un sentiment qui ne s'y rapportait nullement. Ils résolurent donc de se rendre à Wellbridge aussitôt le mariage, et d'y rester une quinzaine, au lieu de voyager de ville en ville et d'hôtel en hôtel. Puis nous irons voir quelques fermes dont on m'a parlé, de l'autre côté de Londres, et vers le mois de mars ou avril, nous ferons visite à mon père et à ma mère. Pendant qu'ils discutaient tout ceci, le jour, ce jour incroyable pour elle où elle serait à lui, grossissait peu à peu dans l'avenir toujours plus proche. Ce devait être le 31 décembre, la veille du jour de l'an. Sa femme, se disait-elle, serait-ce jamais possible, leurs deux êtres réunis, rien qui les divisât, tous les incidents de leur vie partagés. Pourquoi pas? Et cependant, pourquoi? Un dimanche matin, Is Huet, revenant de l'église, prit Tess à part. « On ne t'a pas nommé ce matin. »« Quoi ?»« On aurait dû lire les bans pour la première fois, » répondit-elle, regardant Tess avec calme. « Tu veux te marier la veille du jour de l'an, chérie ?» L'autre, vivement, répondit oui. « Et il faut qu'il y ait 3 lectures de bans, et il n'y a plus maintenant que 2 dimanches. » Tess sentit ses joues qui pâlissaient. Is avait raison, il en fallait 3. Peut-être Angel avait-il oublié. Si c'était vrai, il faudrait remettre d'une semaine, et cela portait malheur. Comment pourrait-elle en faire souvenir son amoureux? Elle, qui avait montré tant de répugnance, brûlait soudain d'impatience et d'alarme. Un incident tout naturel vint à son secours. Is mentionna l'omission des bans à Madame Crick, et Madame Crick usa de son privilège de matrone pour en parler à Angel. « Les avez-vous oubliés, monsieur Clair ? Je veux parler des bans. »« Non, je ne les ai pas oubliés, » dit Claire. Aussitôt qu'il put se trouver un moment seul avec Tess, il la rassura. « Qu'il ne vous tourmente pas à propos des bans. Une licence nous laissera plus tranquilles, et je me suis décidé pour une licence sans vous consulter. Ainsi, quand vous irez à l'église dimanche matin, vous n'entendrez pas votre nom, si vous le désirez. »« Je ne désirais pas l'entendre, cher ami, » dit-elle avec fierté. Mais Tess éprouvait un immense soulagement d'apprendre que les choses étaient en train. Elle avait eu presque peur que quelqu'un ne se levât pour interdire les bans à cause de son aventure. Comme les événements la favorisaient. « Je ne me sens pas tranquille, » se disait-elle. « Je puis être châtiée plus tard de toute cette chance par un tas de malheurs. C'est comme cela que fait le ciel la plupart du temps. Je voudrais avoir eu des bans comme les autres. » Mais tout se passa bien. Elle se demandait s'il aimerait qu'elle se mariât avec sa jolie robe blanche des dimanches ou si elle devait en acheter une autre. La question fut résolue par la prévoyance de Claire. 2 gros colis arrivèrent à l'adresse de Tess. Elle y trouva un assortiment complet de vêtements, depuis le chapeau jusqu'aux chaussures, y compris un costume du matin qui conviendrait parfaitement à la simple noce projetée par eux. Il rentra peu après l'arrivée des colis et l'entendit en haut qui les défaisait. 1 minute plus tard, elle descendait, rougissante et les larmes aux yeux. « Comme vous avez été prévenant, » murmura-t-elle, la joue sur son épaule. « Même les gants et le mouchoir. Mon amour, comme c'est gentil, comme c'est bon à vous. »« Non, non, Tess, seulement une commande à une marchande de Londres, rien de plus. » Et, pour la distraire de la trop haute opinion qu'elle avait de lui, il lui conseilla de prendre son temps et de voir si tout allait bien,
afin de faire venir la couturière du village pour quelque rectification en cas de nécessité. Elle remonta dans sa chambre et mit la robe. Elle resta un instant devant le miroir, toute seule, à regarder l'effet de sa parure de soie. Puis la ballade de la robe mystique lui revint à la mémoire. Cette robe qui jamais n'irait à l'épouse une seule fois coupable. C'était la ballade que madame d'Urbayfield lui chantait quand elle était enfant, d'un ton si gai et si malin, en balançant du pied le berceau en mesure. Si la robe allait la trahir en changeant de couleur, comme celle de la reine Guenièvre. Depuis qu'elle était à la laiterie, pour la première fois, elle pensait à ces vers. Chapitre 33. Angel désirait, avant son mariage, passer un jour avec elle, hors de la laiterie, n'importe où, journée romanesque, dans des circonstances qui ne se retrouvaient plus, avec cet autre grand jour rayonnant tout près d'eux. Aussi, la semaine précédente, avait-il suggéré de faire quelques achats dans la ville voisine, et ils partirent ensemble. Claire avait mené une vie de reclus à l'égard de sa propre classe depuis qu'il était à la laiterie. Il ne s'était pas approché d'une ville pendant des mois, et, comme il n'avait pas besoin de voiture, il n'en possédait pas, empruntant en cas de nécessité le roussin ou le cabriolet du fermier. Ils le firent ce jour-là. C'était la veille de Noël, avec ses charretées de gui et de houx. La ville était pleine de visiteurs venus des campagnes environnantes. Tess, se promenant au bras de Claire, le visage radieux de beauté et de bonheur, en subit la peine et fut fort regardée. Le soir, ils revinrent à l'auberge, où ils avaient laissé leur voiture, et pendant qu'Angel s'occupait de la faire amener devant la porte, Tess l'attendait à l'entrée. La salle commune était pleine de clients qui allaient et venaient sans cesse. À chaque fois qu'ils ouvraient et fermaient la porte, la lumière tombait en plein sur le visage de Tess. 2 hommes sortirent et passèrent près d'elle. L'un d'eux la toisa d'un regard surpris, et elle eut l'impression que c'était un habitant de Trentridge, bien que le village fût assez loin pour que les gens de Trentridge se rencontrassent très rarement de ces côtés. « Voilà une jeune fille avenante, » dit l'autre. « Oui, assez avenante, mais à moins que je ne me trompe beaucoup, en fait de jeune fille. » Et il secoua la tête. Claire revenait justement de la cour de l'auberge et, rencontrant l'homme sur le seuil, il entendit ces mots et vit le mouvement terrifié de Tess. L'insulte le blessa au vif et, sans réfléchir, il frappa l'homme au menton de toute sa force et l'envoya chanceler dans le couloir. L'autre, ayant repris son équilibre, paraissait disposé à marcher sur lui, et Claire sortit dehors pour se mettre sur la défensive. Mais son adversaire se ravisa. Il regarda Tess encore une fois en passant près d'elle et dit à Claire : « Je vous demande pardon, monsieur, c'était une méprise. Je la prenais pour une autre femme à plusieurs lieues d'ici. » Claire, sachant qu'il avait été trop vif et que, de plus, il était à blâmer pour avoir laissé Tess debout dans le couloir d'une auberge, fit ce qu'il faisait toujours dans ces occasions. Il donna à l'homme 5 shillings comme emplâtre, et ils se séparèrent en se disant pacifiquement bonsoir. Claire prit les rênes des mains de l'aubergiste et le jeune couple s'éloigna tandis que les 2 hommes s'en allaient dans l'autre direction. « Et c'était-il une méprise ?» dit le second. « Pas le moins du monde, mais je n'avais pas envie, bien sûr, de contrarier ce monsieur. » Pendant ce temps, les 2 amoureux continuaient leur chemin. « Pourrions-nous remettre notre mariage à un peu plus tard ?» demanda Tess, d'une voix sèche et sourde. « Je veux dire, si nous le désirions. »« Non, mon amour, calmez-vous. »« Est-ce afin que ce garçon ait le temps de m'assigner pour voie de fait ?» demanda-t-il avec bonne humeur. « Non, je voulais seulement, s'il fallait le remettre. » Ce qu'elle voulait dire n'était pas très clair. Il lui enjoignit de chasser ses idées, et, avec soumission, elle s'efforça de le faire. Mais elle fut grave, très grave, tout le long du chemin. Puis elle pensa : nous nous en irons bien loin d'ici, à des centaines de lieues, et ces choses ne pourront plus jamais arriver.
et les spectres du passé jamais nous atteindre. Cette nuit-là, ils se séparèrent tendrement sur le palier, et Claire monta dans sa mansarde. Tess veilla pour arranger quelques petites choses indispensables, de peur que les derniers jours ne fussent point suffisants. Pendant sa veillée, elle entendit du bruit au-dessus de sa tête dans la chambre d'Angel, comme une lutte et des coups de poing. Toute la maison dormait et, dans sa crainte que Claire ne fût malade, elle grimpa l'échelle en courant et frappa à sa porte, lui demandant ce qu'il arrivait. « Oh, rien, chérie, dit-il, de la chambre. Je suis si fâché de vous avoir troublé. Mais la raison en est assez amusante. Je me suis endormie et je rêvais que je me battais encore avec cet homme qui vous avait insulté. Vous entendiez la volée de coups que je donnais à ma valise. Je l'avais tirée aujourd'hui pour la faire. Je suis parfois sujet à ces boutades dans mon sommeil. Allez vous coucher et n'y pensez plus. » Pour Tess, ce fut la dernière goutte. Son indécision avait pris fin. Lui raconter son passé de vive voix, elle en était incapable. Mais il y avait un autre moyen. Elle s'assit et écrivit, sur les 4 pages d'une feuille de papier à lettres, une narration succincte des événements des 3 ou 4 dernières années. Elle la mit dans une enveloppe à l'adresse de Claire. Puis, craignant de faiblir si elle attendait, elle monta furtivement sans souliers et glissa le mot sous la porte. Comme on peut le penser, sa nuit fut agitée et elle prêta l'oreille au moindre bruit au-dessus de sa tête. À l'heure habituelle, elle entendit remuer, puis descendre. Elle descendit. Il la rencontra au bas de l'escalier et l'embrassa avec autant de chaleur. Il semblait un peu las et troublé, pensa-t-elle. Mais il ne souffla mot de sa révélation, même quand ils furent seuls. L'avait-il reçu? Elle se sentait incapable de rien dire, à moins qu'il n'entamât le sujet. La journée s'écoulait, et il était évident que, quelles que fussent ses pensées, Angel voulait les garder pour lui. Pourtant, il était aussi franc et aussi affectueux. Se pouvait-il que les doutes de Tess fussent enfantins, qu'il lui pardonnât et l'aimât pour ce qu'elle était, tout simplement comme elle était, et qu'il sourit de son inquiétude à cet absurde cauchemar? Avait-il vraiment reçu sa lettre? Elle regarda dans la chambre et n'y vit rien. Peut-être qu'il lui pardonnait. Et même s'il ne l'avait pas reçue, elle eut la foi soudaine et enthousiaste que sûrement il lui pardonnerait. Soir et matin, il était toujours le même. Et c'est ainsi qu'arriva la veille du jour de l'an, le jour des noces. Les fiancés ne se levèrent point pour la besogne matinale. On les avait traités en hôtes toute cette dernière semaine, et Tess avait eu l'honneur d'une chambre à part. Quand ils descendirent déjeuner, ils furent surpris des splendeurs qu'on avait préparées à leur intention dans la vaste cuisine. À une heure insensée du matin, le fermier avait fait blanchir le coin de cheminée béant, rougir les briques de l'âtre, et tendre en travers de l'ouverture une pièce de damas jaune tout flambant, à la place du vieux morceau barbouillé de cotonnade bleue à fleurs noires qui y était d'ordinaire. Ainsi rajeuni, ce coin de la salle, qui en était vraiment le foyer, donnait à tout l'appartement une physionomie souriante. « Je tenais absolument à faire quelque chose en l'honneur de la circonstance, » dit le laitier. « Et puisque vous ne vouliez pas entendre parler d'une bonne régalade à tout casser, de violon et de basse comme ça se faisait autrefois, c'est tout ce que j'ai pu trouver qui ne fasse pas de bruit. » Les parents de Tess demeuraient si loin qu'il ne leur aurait pas été commode d'être présents à la noce, même si on les en eût priés. Mais le fait est que personne de Marlotte n'avait été invité. Quant à la famille d'Angel, elle avait été informée de la date par le jeune homme. Il avait écrit qu'il serait heureux de voir au moins l'un des siens ce jour-là. Ses frères n'avaient pas répondu et paraissaient indignés contre lui, et ses parents lui avaient envoyé une lettre assez triste, où ils déploraient sa précipitation, mais s'y résignaient, en ajoutant que, s'ils ne s'attendaient pas sans doute à avoir une fille de ferme pour bru, leur fils était arrivé à un âge où lui seul était le meilleur juge de ses actes. Leur froideur eût causé plus de peine à Angel
s'il n'avait pas eu la fameuse surprise à leur faire. Il avait compris que ce serait téméraire et hasardeux de produire Tess au sortir de la laiterie comme une d'Urberville et une femme de haute naissance. Aussi avait-il caché son origine et voulait-il la familiariser avec les usages du monde pendant quelques mois de voyage et d'études en commun avant de la mener chez ses parents et de la présenter en triomphe comme la digne descendante d'une antique race. C'était un gentil rêve d'amoureux en tout cas. Peut-être la naissance de Tess avait-elle plus de valeur pour lui que pour aucun autre. Tess, se rendant compte que l'attitude d'Angel n'avait aucunement changé à son égard, était pleine de remords et doutait qu'il eût rien reçu. Elle se leva de table avant qu'il eût fini et se hâta de monter. Il lui vint à l'esprit de jeter encore un coup d'œil dans la longue chambre baroque qui avait été si longtemps pour Angel sa tanière, ou plutôt son air, et, grimpant à l'échelle, elle resta un moment pensive à la porte. Elle se baissa sur le seuil où elle avait introduit la lettre 2 ou 3 jours auparavant, dans une telle agitation. Le tapis arrivait jusqu'à la porte, et elle aperçut, caché sous le bout, l'extrême bord de l'enveloppe blanche qui contenait sa lettre. Évidemment, il ne l'avait pas vue, parce que, dans sa hâte, elle l'avait glissée sous le tapis en même temps que sous la porte. Elle retira le papier en se sentant défaillir. C'était bien cela. L'enveloppe était restée cachetée. Ce poids l'écrasait donc toujours. Elle ne pouvait le lui faire lire, maintenant que la maison était sans dessus-dessous et en plein préparatif de noces. Elle descendit chez elle et détruisit la lettre. Elle était si pâle quand il la revit qu'il en fut tout inquiet. Ce hasard qu'elle avait craint pourtant l'accablait. Que pouvait-elle faire au dernier moment? Ce n'étaient qu'allées et venues et remue-ménage. Tous devaient s'habiller, car madame Crick et le laitier avaient été priés de leur servir de témoins. Il était impossible de réfléchir ou d'avoir une conversation sérieuse. Tess ne se trouva qu'une minute seule avec Claire sur le palier. « Je désirerais tant vous parler. Je voudrais vous confesser toutes mes fautes et toutes mes bévues, dit-elle, en s'efforçant de prendre un ton léger. Non, non, nous ne pouvons parler de fautes en ce moment. Je veux vous croire parfaite, au moins aujourd'hui, mon adorée, s'écria-t-il. Nous aurons plus tard, je l'espère, tout le temps de parler de nos faiblesses. Je vous confesserai les miennes par la même occasion. Mais il vaudrait mieux que je le fasse maintenant, il me semble, pour que vous ne puissiez me dire... Eh bien, ma petite scrupuleuse, vous me direz tout. Voyons, quand nous serons installés chez nous, pas maintenant. Moi aussi, je vous avouerai alors mes fautes. Mais qu'elles ne gâtent pas la journée. Ce sera un excellent sujet de conversation dans un moment d'ennui. Alors, vous ne le désirez pas, très cher ami? Non, Tessie, vraiment. Il fallait se hâter de se préparer et de partir. Le temps manquait pour dire autre chose. En y réfléchissant, les paroles d'Angel la rassurèrent. Pendant les 2 heures critiques qui suivirent, elle se laissa emporter par le torrent tout-puissant de son amour dévoué et ne pensa plus à rien d'autre. Cet unique désir, si longtemps combattu, de se donner à lui, de l'appeler son maître, son bien, puis de mourir s'il le fallait, la souleva enfin du chemin pénible où elle se traînait, plongée dans ses tristes réflexions. En s'habillant, elle se mouvait au milieu d'un nuage multicolore d'images délicieuses dont l'éclat éclipsait toutes les éventualités sinistres. Comme c'était l'hiver et que l'église se trouvait à une grande distance, ils durent s'y faire conduire en voiture. Le véhicule, commandé à une auberge de la Grand-Route, était une voiture fermée qui datait du temps des chaises de poste. Elle avait des roues énormes, à lourdes jantes, une large caisse incurvée, des courroies et des ressorts immenses et un timon pareil à un bélier de guerre. Le postillon, vénérable bonhomme perclus de rhumatisme, attrapé dans sa jeunesse à force de s'exposer aux intempéries, les combattait par l'usage des liqueurs fortes. Depuis 25 ans qu'il n'avait plus à exercer sa profession, il restait à ne rien faire à la porte des auberges, comme s'il attendait le retour du temps jadis.
Tous les quatre, le marié, la mariée, monsieur et madame Crick, s'installèrent dans ce monument grinçant et délabré, et derrière le conducteur décrépit. Angel aurait aimé qu'un de ses frères, au moins, assistât à la cérémonie comme garçon d'honneur. Mais, après l'allusion discrète de sa lettre, leur silence lui avait montré qu'il ne se souciait point de venir. Il était évident qu'ils désapprouvaient le mariage, et l'on ne pouvait s'attendre à ce qu'ils lui donnassent la sanction de leur présence. Peut-être, en somme, valait-il mieux qu'ils ne fussent pas là. Ils n'étaient point d'esprit mondain, mais leur opinion du mariage, mise à part, leur délicatesse de convention aurait été choquée d'avoir à fraterniser avec des gens de ferme. Emportée, soutenue par le mouvement irrésistible des choses, Tess ignorait tout, ne voyait rien, ne savait pas quelle route il prenait. Elle savait seulement qu'Angel était là. Tout le reste était un brouillard lumineux. Elle-même était une sorte de créature céleste, poétique, une de ces divinités dont Claire avait coutume de lui parler quand ils se promenaient ensemble. Le mariage se faisait avec une licence. Il n'y avait guère à l'église qu'une douzaine de personnes. Mais s'il y en avait eu 1000, elles n'auraient pas produit plus d'effet sur Tess. Elles étaient à des distances stellaires du monde que Tess habitait en ce moment. La solennité extatique avec laquelle elle jura sa foi à son époux rendait impertinentes et frivoles les marques de sensibilité habituelles à son sexe. À une pause de l'office, pendant que tous deux étaient à genoux, elle se pencha inconsciemment vers lui, de façon que son épaule lui toucha le bras. Une pensée fugitive l'avait effrayée, et elle avait fait ce mouvement machinal pour s'assurer qu'il était vraiment là, et pour fortifier la croyance en sa fidélité à toute épreuve. Claire savait qu'elle l'aimait. Toute son attitude lui en était une preuve. Mais il ne savait pas alors l'entière profondeur de son dévouement, sa sincérité, son humble douceur, ce qu'il promettait de longanimité, de loyauté, de patience et de foi. Quand on sortit de l'église, les sonneurs tirèrent les cloches de leur repos et firent résonner un modeste carillon de 3 notes, cette somme d'expression restreinte ayant été jugée suffisante pour les joies d'une si petite paroisse. Comme Tess passait avec son mari à côté de la tour, en se dirigeant vers la grille, l'air vibrant vint des auvents du clocher, bourdonnait autour d'eux en cercles sonores, s'harmonisant avec l'atmosphère morale surchargée dans laquelle elle vivait en ce moment. Elle se sentait auréolée d'une gloire qui n'était pas la sienne, comme l'ange aperçu par saint Jean dans le soleil, et cet état d'esprit dura jusqu'à l'instant où le son des cloches s'éteignit et où les émotions de l'office du mariage s'apaisèrent. Alors ses yeux purent noter plus clairement les détails et, comme monsieur et madame Crick s'étaient fait envoyer leur cabriolet pour laisser le jeune couple seul dans la voiture, elle remarqua pour la première fois la forme et l'aspect du véhicule. Assise en silence, elle le contempla longuement. « Vous me paraissez oppressée, Tess, » dit Claire. « Oui, » répondit-elle, portant la main à son front. « Beaucoup de choses me font trembler. Tout cela est si sérieux, Angel. Par exemple, j'ai l'impression d'avoir déjà vu cette voiture qui m'est tout à fait familière. Comme c'est bizarre. Je dois l'avoir vue en rêve. »« Oh, vous avez entendu parler sans doute de la légende du carrosse d'Urberville. C'est une superstition bien connue du comté au sujet de votre famille, et cette chose massive vous en fait souvenir. »« Je n'en ai jamais entendu parler, que je sache, » dit-elle. « Qu'est-ce que cette légende ? Racontez-la-moi. » »« Mon Dieu, j'aimerais mieux ne pas entrer dans les détails en ce moment. Un certain d'Urberville du XVIe ou XVIIe siècle commit un crime horrible dans son carrosse, et, depuis cette époque, les membres de sa famille voient ou entendent ce vieux carrosse toutes les fois que... Mais je vous dirai cela un autre jour. C'est plutôt lugubre. Évidemment, quelques vagues souvenirs vous en est revenu à l'esprit à la vue de cette misérable roulotte. « Je ne me rappelle pas l'avoir jamais su, » murmura Tess. « Est-ce quand nous devons mourir, Angel, que les membres de ma famille le voient ?
Où est-ce quand nous avons commis un crime ? Allons donc, Tess !» Il la fit taire par un baiser. Quand ils arrivèrent à la maison, elle se sentait contrite et abattue. Sans doute, elle était madame Angel Clare, mais avait-elle quelque droit moral à ce titre ? N'était-elle pas, avec plus de vérité, madame Alec d'Orberville ? Un amour intense pouvait-il justifier ce que des âmes droites considéreraient peut-être comme une réticence coupable ? Elle ignorait ce qu'une femme doit faire dans ces cas-là, et elle n'avait pas de conseiller. Pourtant, quand elle se trouva quelques minutes seule dans sa chambre, où elle entrait pour la dernière fois, elle se mit à genoux et pria. Elle essayait de prier Dieu, mais, en réalité, c'était à son mari qu'elle adressait sa supplication. Elle avait pour cet homme une telle idolâtrie qu'elle-même eut peur que ce ne fût de mauvais présages. Comme frère Laurence, elle avait conscience que ces violentes délices ont une fin violente. Sa passion était peut-être trop éperdue pour les conditions humaines, trop effrénée, trop furieuse, trop implacable. « Oh, mon amour, pourquoi vous aimais-je tant ?» se disait-elle tout bas. « Car celle que vous aimez n'est pas moi, mais une créature à mon image, celle que j'aurais pu être. » L'après-midi arriva et, avec elle, l'heure du départ. Ils étaient décidés à passer quelques jours à la vieille ferme du moulin de Wellbridge, Angel en profitant pour étudier les procédés de minoterie. À 2 heures, il ne leur restait plus qu'à se mettre en route. Tous les domestiques étaient réunis dans le passage carrelé de briques rouges pour les voir passer, tandis que le laitier et sa femme devaient les accompagner jusqu'à la porte. Tess vit ses 3 compagnes de chambre, le long du mur, la tête penchée, toutes pensives. Elle s'était demandé souvent si elles paraîtraient au moment des adieux, mais elles étaient là, stoïques et fermes jusqu'à la fin. Tess savait pourquoi la délicate Retty paraissait si fragile, Ise si tragiquement douloureuse, et Marianne si morne, et elle oublia un instant l'ombre qui la poursuivait en contemplant la leur. Cédant à son impulsion, elle murmura à Claire. « Voulez-vous les embrasser toutes les 3, les pauvres, pour la première et la dernière fois ?» Angel n'avait pas la moindre objection à cette formalité d'adieu, car pour lui ce n'était rien de plus. Et quand il passa près d'elles, il les embrassa toutes 3 successivement en leur disant bonsoir. Arrivée à la porte, Tess, en vraie femme, jeta un coup d'œil derrière elle pour voir l'effet de ce baiser charitable. Son regard n'avait rien de triomphant, et, d'ailleurs, il aurait cessé de l'être à la vue de l'émotion des jeunes filles. Le baiser leur avait évidemment fait du mal, en réveillant des sentiments qu'elles essayaient d'étouffer. Claire, inconscient de tout cela, se dirigeait vers la petite porte de la ferme. Il serra la main de monsieur et madame Crick, en leur exprimant encore une fois ses remerciements de leurs attentions. Puis, avant de se mettre en route, on se tut un moment. Le silence fut brusquement interrompu par un chant de coq. Le coq blanc à crête rose était venu se percher sur la palissade en face de la maison, à quelques mètres d'eux, et son chant leur perça les oreilles, s'affaiblissant ensuite, comme l'écho dans une vallée rocheuse. « Oh !» fit madame Crick, « un chant de coq l'après-midi !» 2 hommes étaient debout près de la barrière de la cour qu'ils tenaient ouverte. « C'est mauvais signe » murmura l'un d'eux à l'autre, sans penser que le groupe de la petite porte pouvait l'entendre. Le coq chanta encore dans la direction de Claire. « Hé !» dit le laitier. « Je n'aime pas l'entendre, » dit Tess à son mari. « Dites à l'homme de partir. »« Bonsoir, bonsoir. » Le coq chanta encore une fois. « Chut, filez tout de suite, monsieur, ou je vous tords le cou, » dit avec quelque irritation le laitier, en se tournant vers le volatile et le chassant. Et à sa femme, pendant qu'il rentrait. « Faut-il que ça arrive justement aujourd'hui ? Je ne l'ai pas entendu chanter l'après-midi de toute l'année. »« C'est seulement l'annonce d'un changement de temps, dit-elle. »
Pas de ce que vous pensez. C'est impossible. Chapitre 34. Les jeunes mariés suivirent la route plate qui longe la vallée pendant quelques kilomètres et, en arrivant à Wellbridge, tournèrent à gauche du village et passèrent le grand pont du temps d'Élisabeth auquel le bourg doit en partie son nom. Immédiatement au bout du pont se dressait la maison où ils avaient retenu des chambres et dont l'aspect est si connu de tous les voyageurs qui traversent la vallée du Var. Autrefois faisant partie d'une belle résidence seigneuriale, propriété et demeure d'un d'Urberville, elle servait de ferme depuis sa démolition partielle. « Soyez la bienvenue dans l'un des châteaux de vos pères, » dit Claire, en aidant sa femme à descendre. Mais il regretta sa plaisanterie. Elle était trop près de la satire. Ils apprirent en entrant que le fermier, bien qu'ils eussent loué seulement 2 pièces, avait profité de leur présence attendue pour faire une visite de Nouvel An à quelques amis, et il avait chargé une femme du voisinage de pourvoir à leurs besoins. Ils furent enchantés de prendre entière possession de la maison et, pour la première fois, d'être ensemble sous leur propre toit. Mais Claire s'aperçut que la vieille demeure délabrée attristait un peu sa jeune compagne. La voiture, une fois partie, ils montèrent l'escalier, précédés de la femme de ménage. Sur le palier, Tess tressaillit. « Qu'y a-t-il » ?« Ces horribles femmes, » répondit-elle avec un sourire. « Comme elles m'ont fait peur. » Il leva les yeux et aperçut 2 portraits de grandeur nature sur des panneaux encastrés dans la maçonnerie. Comme le savent tous les visiteurs de cette ferme, les peintures, datant du XVIIe siècle environ, représentent 2 femmes d'un certain âge, dont on ne peut oublier la physionomie. L'une, avec ses traits allongés et pointus, son œil étroit et son sourire faux, paraît d'une implacable perfidie. L'autre, avec son nez en bec de corbin, ses grandes dents, son œil hardi, respire une arrogance qui va jusqu'à la férocité. Et, plus tard, elle hante dans ses rêves celui qui les a vus. « Quels sont ces portraits » demanda Claire à la femme de ménage. « 2 vieilles gens m'ont dit que c'étaient des dames de la famille d'Urberville, les anciens seigneurs du manoir, dit-elle. Et comme ils sont pris dans la maçonnerie, on ne peut pas les enlever. » Le déplaisant, dans l'affaire, outre l'effet produit sur Tess, c'était que les beaux traits de celle-ci se retrouvaient, sans aucun doute, dans ses formes exagérées. Angel n'en dit rien, mais il regretta de s'être écarté de son chemin pour choisir cette maison comme demeure de noces, et il passa dans la chambre voisine. Tout avait été préparé pour eux à la hâte, et ils durent se laver les mains dans la même cuvette. Claire toucha dans l'eau les mains de Tess. « Quels sont mes doigts et quels sont les vôtres ?» dit-il en la regardant. « Ils sont si bien mêlés. »« Ils sont tous à vous, » dit-elle très gentiment, et elle s'efforça d'être plus gaie. Son air pensif ne déplut pas à Claire en cette occasion. Toute femme de sens aurait agi de même. Mais Tess se rendait compte qu'elle avait été pensive à l'excès et lutta contre sa préoccupation. Ce dernier après-midi de l'année était si court et le soleil était déjà si bas que les rayons, passant par une petite ouverture, s'allongeaient en barres dorées jusqu'à sa jupe, sur laquelle il faisait comme une tache de peinture. Ils burent une tasse de thé dans le vieux salon et ainsi, pour la première fois, prirent un repas ensemble. Tel était leur enfantillage, ou plutôt celui de Claire, qu'il trouvait fort intéressant d'avoir la même assiette qu'elle et de cueillir de ses lèvres les miettes qui se trouvaient sur celles de Tess. Il s'étonnait un peu qu'elle ne se joignît pas à ses frivolités avec le même entrain que lui. Il la regarda longtemps en silence. « C'est une chère petite Tess, » se dit-il enfin, comme s'il décidait l'interprétation d'un passage difficile. Est-ce que je sens avec assez de solennité combien ce petit être féminin est absolument, irrémédiablement livré à ma bonne ou à ma mauvaise foi, à ma bonne ou à ma mauvaise fortune? Je ne le crois pas. Je ne le pourrais à moins d'être femme. Ce que je suis, elle l'est. Ce que je deviendrai, elle le deviendra.
Ce que je ne peux être, elle ne pourra l'être. Et serais-je jamais capable de la négliger, de lui faire de la peine, ou même de ne plus la respecter? Que Dieu me préserve d'un tel crime. Ils restèrent assis devant la table à thé, attendant leurs bagages que le laitier avait promis d'envoyer avant la nuit. Mais le soir commençait à tomber, et le bagage n'arrivait pas, et ils n'avaient apporté rien de plus que ce qu'ils avaient sur eux. À partir de l'instant où le soleil avait disparu, l'humeur calme de la journée d'hiver avait changé. Dehors, un bruit de soie vivement froissée se faisait entendre. Tourbillonnant à regret, s'en allait frapper les volets. Bientôt, la pluie se mit à tomber. « Ce coq savait que le temps changerait, » dit Claire. La femme qui les avait servis était retournée chez elle pour la nuit, mais elle avait mis des bougies sur la table et ils les allumèrent. La flamme de chaque bougie s'allongeait vers la cheminée. « Ces vieilles maisons ont tant de vent coulis, » disait Angel en regardant les flammes et le suif qui coulait. « Je me demande où est ce bagage. Nous n'avons même pas de brosse ni de peigne. »« Je ne sais pas, » répondit-elle distraitement. « Tess, vous n'êtes pas joyeuse le moins du monde ce soir. »« Point comme d'habitude. Ces mégères du panneau vous ont troublé. Je suis fâchée de vous avoir conduite ici. Je me demande, après tout, si vous m'aimez. » Il savait que oui, et il n'avait pas parlé sérieusement, mais elle était surchargée d'émotions et tressaillie comme un animal blessé. Bien qu'elle s'efforçât de ne pas pleurer, elle ne put s'empêcher de laisser voir une ou deux larmes. « Je ne pensais pas ce que je disais, » dit-il, tout peiné. « Vous êtes ennuyé de n'avoir pas vos affaires, je le sais. Je ne puis imaginer pourquoi le vieux Jonathan ne les a pas apportés. Comment? Il est 7 heures? Ah, le voilà. » On avait frappé à la porte et, personne d'autre n'étant là pour ouvrir, Claire sortit de la pièce. Il rentra bientôt, un petit paquet à la main. « Ce n'est pas Jonathan, tout de même, » dit-il. « Que c'est contrariant, » fit Tess. Le paquet avait été apporté par un messager spécial des Minster, qui était arrivé à Talbot Hayes immédiatement après le départ des mariés et qui les avait suivis jusqu'ici, ayant ordre de le remettre entre leurs mains. Claire l'approcha de la lumière. Il n'avait pas 50 centimètres de long, était cousu dans de la toile, scellé de cire rouge au cachet du révérend Clare et adressé de la main de celui-ci à Madame Angel Clare. « C'est un petit cadeau de noces pour vous, Tess, » dit-il en le lui tendant. « Comme ils sont pleins d'attention. » Tess semblait un peu agitée quand elle le prit. « J'aimerais mieux que vous l'ouvriez, chérie, » dit-elle en tournant et retournant le paquet. « Je n'aime pas briser les cachets qui ont l'air si sérieux. Je vous prie, ouvrez-le pour moi. » Il défit le paquet et, à l'intérieur, trouva une boîte de maroquin sur laquelle était une lettre et une clé. La lettre était pour Claire et disait « Mon cher fils, vous avez peut-être oublié qu'à la mort de votre marraine, Madame Pitney, alors que vous étiez encore enfant, cette femme si bonne, mais attachée aux vanités de ce monde, me laissa en dépôt une partie de son écrin pour votre épouse, si jamais vous en aviez une, comme marque d'affection pour vous et pour celle que vous choisiriez. J'ai rempli ce devoir, et les diamants étaient jusqu'ici chez mon banquier. Bien que la chose me paraisse un peu inopportune, étant donné les circonstances, je suis, comme vous voyez, tenu de remettre ces objets à la femme qui en possédera de droit la jouissance sa vie durant, et je les envoie donc immédiatement. Ils deviennent, je crois, des bijoux de famille, suivant le testament de votre marraine. S'y inclus les termes précis de la clause qui s'y rapporte. « Je me souviens, » dit Claire, « mais j'avais tout à fait oublié. » Ouvrant la boîte, ils y trouvèrent un collier avec pendant, des bracelets, des boucles d'oreilles et quelques autres petits bijoux. D'abord, Tess semblait avoir peur de les toucher. Mais quand Claire étala la parure,
ses yeux étincelèrent un instant autant que les pierres. « Sont-ils à moi ?» demanda-t-elle, incrédule. « Oui, certainement, » dit-il. Il regardait le feu. Il se rappelait que, lorsqu'il avait 15 ans, sa marraine, la femme du squire, la seule personne riche avec qui il eût jamais été en contact, s'était porté garant de son succès et lui avait prédit une carrière merveilleuse. En prévision de cet avenir, elle avait mis de côté ses ornements fastueux pour sa femme et les enfants de ses descendants. Il brillait en ce moment d'un éclat quelque peu ironique. Et cependant, pourquoi pas, se demandait-il. En somme, tout cela était une affaire de vanité. Et si l'on admettait un côté de la question, pourquoi n'admettrait-on pas l'autre? Sa femme était une d'Upperville. À qui ces bijoux pourraient-ils mieux convenir? Il dit soudain avec enthousiasme « Tess, mettez-les, mettez-les !» Et il se détourna du feu pour l'aider. Comme par magie, elle s'en était déjà parée, collier, boucles d'oreilles, bracelets et tout le reste. « Mais la robe n'est pas ce qu'il faut, Tess, » dit Claire. « Elle devrait être décolletée pour une parure de brillant comme celle-ci. »« Vraiment ?» fit Tess. « Oui. » Il lui indiqua la façon de rentrer le haut de son corsage pour lui donner à peu près la forme d'une toilette du soir. Et cela fait, le pendant du collier isolé sur la blancheur de la gorge, il s'éloigna pour la contempler. « Dieu, dit Claire, comme vous êtes belle !» Tout le monde le sait. C'est le plumage qui fait l'oiseau. Une paysanne, d'attrait médiocre sous ses simples habits, brillera d'une beauté surprenante si elle est vêtue en femme à la mode avec tous les secours de l'art. Tandis que la reine du bal, dans la cohue nocturne, ferait piètre figure sous la blouse de la travailleuse des champs, au milieu de la monotonie d'arpents de navets, par une morne journée. Jusqu'ici, la perfection artistique des formes et du visage de Tess n'avait point frappé Claire. « Si seulement vous aviez à paraître dans une salle de bal, » dit-il. « Mais non, non, chérie. Je crois que je vous aime mieux en capeline et en robe de cotonnade. Oui, encore mieux qu'avec ceci, bien que vous portiez si bien ces dignités. » La conscience de sa beauté causait à la jeune fille une surexcitation qui n'était pourtant pas du bonheur. « Je vais les ôter, dit-elle, au cas où Jonathan me verrait. Ils ne sont pas faits pour moi, n'est-ce pas? Je suppose qu'il faudra les vendre. »« Laissez-les encore quelques minutes. »« Les vendre? Jamais, ce serait un abus de confiance. » Sous l'influence d'une nouvelle pensée, elle obéit volontiers. Elle avait quelque chose à dire, et peut-être ses bijoux lui serviraient-ils. Elle s'assit, toute parée, et les deux jeunes gens se livrèrent à 1000 conjectures sur l'endroit où pouvait bien être Jonathan avec leurs bagages. La bière qu'ils avaient versée pour lui s'était éventée à force d'attendre. Peu après, ils se mirent à souper, le repas étant préparé sur une desserte. Ils n'avaient point fini quand le foyer renvoya la fumée et la colonne qui s'élevait fit saillie dans la chambre, comme si quelque géant avait posé un instant la main sur le haut de la cheminée. La porte extérieure s'était ouverte. Ils entendirent un pas pesant dans le corridor et Angel sortit. « J'ai eu beau frapper, je pouvais pas me faire entendre, » dit Jonathan Cale en s'excusant, car c'était lui, enfin. « Et comme il pleuvait, j'ai ouvert la porte. J'ai apporté les affaires, monsieur. »« J'en suis bien content, mais vous êtes fort en retard. »« Mon Dieu, oui, monsieur. » Jonathan parlait d'un ton abattu qu'il n'avait pas dans la journée, et son front était sillonné de rides de soucis qui s'ajoutaient aux rides de vieillesse. Il reprit. « Nous avons été bien tourmentés à la ferme par quelque chose qui aurait pu être bien terrible depuis que vous et votre dame, pour lui donner son nom, vous nous avez quittés. Peut-être bien que vous n'avez pas oublié le coq de cet après-midi. Mon Dieu, qu'est-ce ? Voilà. Il y en a qui disent que ça signifie une chose, d'autres une autre. Mais ce qui est arrivé,
c'est que la pauvre petite Retty Priddle a voulu se noyer. Non, ce n'est pas possible. Mais elle nous a dit bonsoir avec les autres. Oui, voilà, monsieur, quand vous et votre dame, pour lui donner le nom qu'elle a droit, quand vous êtes partis tous deux en voiture, comme je vous dis, Retty et Marianne ont mis leur chapeau et s'en sont allés. Et comme il n'y a pas beaucoup à faire pour le moment, frotter, récurer, c'est la veille du jour de l'an et les gens sont tous à balayer chez eux. Personne n'y a fait attention. Elles s'en sont allées chez Évrard, où elles ont bu la goutte, et puis elles ont marché jusqu'à la croix aux 3 bras, et là, il paraît qu'elles se sont séparées. Retty prenant par les prés comme pour rentrer chez elle, Marianne continuant jusqu'à l'autre village, où il y a encore un cabaret. Puis on n'a plus rien su de Retty. Mais voilà que le batelier, en revenant chez lui, a vu quelque chose près de la grande mare. C'était son chapeau et son châle en paquet. Il l'a trouvé dans l'eau. Lui et un autre homme, ils l'ont rapportée à la maison, croyant qu'elle était morte. Mais elle est revenue tout doucement. Angel, se rappelant soudain que Tess entendait cette lugubre histoire, alla fermer la porte de l'antichambre qui conduisait au salon où elle se trouvait. Mais sa femme, jetant un châle sur ses épaules, était sortie pour écouter le récit, en fixant des yeux distraits sur le bagage et les gouttes de pluie qui ruisselaient dessus. « Il y a encore autre chose. Voilà Marianne. On l'a trouvée ivre-morte, près de l'Ozeret. Une fille qu'on ne se rappelle pas avoir jamais vue toucher que de la bière à 1 shilling. C'est vrai qu'elle était une grosse mangeuse, comme ça se voyait sur sa figure. On dirait que ces filles ont perdu l'esprit. »« Et Ise ?» demanda Tess. « Ise est dans la maison, comme d'habitude. Mais elle dit qu'elle peut bien deviner comment ça s'est passé. Et elle semble très abattue, la pauvre, comme c'est naturel. Et voyez-vous, monsieur, tout ça est arrivé juste au moment où nous étions à emballer dans la charrette vos quelques paquets et la robe de nuit et les affaires de toilette de votre dame. Et ça m'a retardé. »« Oui, Jonathan. Voulez-vous monter les malles en haut et boire un verre de bière, puis vous hâter de repartir aussitôt que possible, au cas où l'on aurait besoin de vous ?» Tess était rentrée dans le salon et s'était assise devant le feu qu'elle fixait, le regard perdu. Elle entendit Jonathan monter et descendre l'escalier d'un pas pesant pour porter les bagages, puis remercier son mari de la bière que celui-ci lui servait et du pourboire. Les pas de Jonathan s'éloignèrent de la porte, le bruit cessa et la charrette partit en grinçant. Angel fit glisser la barre massive de chêne qui assurait la fermeture de la porte, rentra dans la chambre et, arrivant derrière sa femme, assise en face de l'âtre, lui pressa les joues entre ses mains. Il s'attendait à la voir sauter gaiement de sa chaise et déballer les effets qu'elle avait été si impatiente de recevoir, mais elle ne se levait pas, et il s'assit près d'elle, à la lueur du feu dont l'éclat n'était pas atténué par la flamme pâle et tremblante des bougies. « Je suis fâché que vous ayez entendu la déplorable histoire de ces filles, lui dit-il. Pourtant, il ne faut pas vous en frapper. Retty était morbide de nature, vous savez. »« Oui, sans la moindre raison, » dit Tess. « Tandis que celles qui ont des raisons de l'être le cachent et prétendent qu'elles ne le sont pas. » Cet incident fut décisif pour elle. Le malheur d'un amour non partagé était tombé sur ces simples filles innocentes. Elles avaient mérité mieux du destin. Elle avait mérité pis. Et pourtant, elle était l'élue. C'était mal de sa part de tout prendre sans payer. Aussi, elle payerait jusqu'au dernier centime. Elle dirait tout, dès maintenant. Elle en vint à cette résolution finale pendant qu'elle regardait le feu en tenant la main d'Angel. L'éclat persistant des tisons qui n'avaient plus de flamme teignait de la même nuance les parois et le fond du foyer, les chenets polis et les vieilles pincettes de cuivre qui ne pouvaient pas bien se fermer. Le dessous du manteau de la cheminée était rougi par la lumière fortement colorée, ainsi que les pieds de table les plus proches. Le visage et le cou de Tess reflétaient cette chaude coloration
que toutes les pierres précieuses transformaient en Aldébaran ou en Sirius, en une constellation de fulgurances rouges, blanches et vertes, échangeant leurs teintes à chacune de ses pulsations. Vous rappelez-vous ce que nous nous sommes dit ce matin, à propos de nos fautes? Demanda-t-il brusquement, voyant qu'elle restait toujours immobile. Nous parlions peut-être à la légère, et vous, certes, le pouviez. Mais pour moi, ce n'était pas une promesse en l'air. J'ai à vous faire une confession, mon amour. Ces paroles, si opportunes et inattendues, parurent à Tess une intervention de la Providence. « Vous avez quelque chose à me confesser ?» dit-elle avec vivacité, même avec joie et comme soulagée. « Vous ne vous y attendiez pas. Oh, vous avez une trop haute opinion de moi. Écoutez maintenant, posez votre tête là, parce que je veux que vous me pardonniez et que vous ne soyez pas indigné contre moi pour ne l'avoir pas dit auparavant, comme peut-être je l'aurais dû. » Que c'était étrange. Il semblait son double. Elle ne répondit rien et Claire reprit. « Je me suis tue parce que j'avais peur de risquer de vous perdre, chérie. Le prix que j'ai remporté, mon titre universitaire, comme je vous appelle. Mon frère a obtenu le sien à Cambridge, moi, à la laiterie de Talbot Hayes. Eh bien, je ne voulais pas le hasarder. J'étais sur le point de vous faire cet aveu il y a 1 mois, mais je n'ai pu. J'ai eu peur de vous effrayer et de vous éloigner de moi. Je l'ai remis. Puis, hier, je pensais vous le dire, pour vous donner au moins une chance de vous échapper. Et je ne l'ai pas encore fait. Ce matin non plus, quand vous avez proposé de confesser nos fautes sur le palier. Pécheur que je suis. Mais maintenant que je vous vois là solennellement assise, il le faut. Je me demande si vous me pardonnerez. Oh oui, bien sûr que... Bon, je l'espère. Mais attendez un peu, vous ne savez pas. Pour commencer par le commencement, mon pauvre père a grand peur, j'imagine, que mes opinions soient cause de mon éternelle perdition. Pourtant, je crois autant que vous, Tess, à la moralité. Autrefois, j'aurais voulu devenir éducateur d'hommes, et ce fut un grand désappointement pour moi de sentir que je ne pourrais entrer dans les ordres. J'admirais la pureté, même si je ne pouvais m'élever jusqu'à elle, et je haïssais l'impureté, comme je le fais toujours, je l'espère. Et oui, certains lieux est pavé de bonnes intentions, et vous pouvez imaginer mes remords quand, avec mes belles aspirations pour les autres, moi-même je suis tombé. Il se mit alors à lui raconter l'époque de sa vie à laquelle nous avons déjà fait allusion, quand, à Londres, ballotté par les doutes et les difficultés, comme un bouchon sur les vagues, il se laissa 2 jours séduire par une femme. Heureusement, je m'éveillai presque immédiatement à la conscience de ma folie, continua-t-il. Je ne voulus plus avoir affaire à elle et je revins à la maison. Je n'ai jamais récidivé, mais je tenais à vous traiter en tout honneur et toute franchise, et je ne le pouvais sans vous dire ceci. Me pardonnerez-vous ? Elle lui pressa fortement la main en réponse. Alors, nous écarterons ce souvenir dès maintenant et pour toujours. Il est trop pénible pour l'occasion. Et nous parlerons de quelque chose de plus gai. Oh, Angel, je suis presque contente, parce que maintenant vous pourrez me pardonner, à moi. Je n'ai pas fait ma confession. J'ai une confession aussi. Rappelez-vous, je l'ai dit. Ah, c'est vrai. Allez-y maintenant, petite mauvaise. Vous souriez, mais elle est peut-être aussi sérieuse que la vôtre. Ou même plus. Elle ne peut guère être plus sérieuse, chérie. C'est vrai. Oh non. C'est impossible. L'espérance la fit bondir de joie. Non, certainement, elle ne peut pas être plus sérieuse, parce que c'est tout à fait la même chose. Je vais vous la dire maintenant. Elle se rassit. Leurs mains étaient encore jointes. Les cendres, répandues sous la grille,
était éclairé verticalement par le feu comme un désert torride. L'imagination aurait pu voir l'éclat lugubre du jour du jugement dans le rougeoiement des charbons ardents qui tombaient sur le visage et la main de Claire et sur le visage et la main de Tess, se glissant parmi les cheveux épars sur le front de la jeune femme et enflammant sa peau délicate. Son ombre, très grande, se dressait sur le mur et sur le plafond. Elle se pencha, et les diamants qu'elle avait au cou eurent chacun le clignotement sinistre de l'œil d'un crapaud. S'appuyant le front sur la tempe d'Angel, elle commença le récit de ses relations avec Alec d'Urberville et de leurs conséquences. À mi-voix, sans hésiter, et les paupières baissées.